Donc, je suis Jean-Pierre Pellissier, bonjour à tous, merci d'être là aujourd'hui. Donc moi je fais partie d'une petite structure au sein du groupe Air Liquide qui s'appelle le iLab, qui est une structure qui a été créée il y a 1 an et qui est en charge de stimuler un petit peu l'innovation chez Air Liquide par de nouvelles méthodes. Donc voilà, mais aujourd'hui je vais essayer de vous dresser un petit panorama de ce que le groupe Air Liquide fait en termes d'innovation, comment un groupe industriel adresse cette question, donc la question du risque, de l'innovation, du temps. Alors peut-être avant, pour commencer, je sais pas, est-ce que ici vous connaissez Air Liquide quand même dans la salle? Quand même, bon, quand même. Est-ce que vous pensez qu'Air Liquide innove? Ah, un peu moins quand même aussi, quand même. Bon, d'accord. Beaucoup. Bon, bien. Et est-ce que vous pensez qu'on prend des risques chez Air Liquide? D'accord. Un peu moins quand même aussi. Hein. Bon, et qui est actionnaire chez Air Liquide? Donc c'est peut-être ça qui fait que c'est pas le sujet, mais bon. Voilà. Donc, alors, je vais commencer par cadrer un petit peu ici avant de donner les exemples d'Air Liquide. Donc, tel que nous on voit ce sujet-là. J'aime bien rappeler ce que dit Thomas Edison, qui est quand même un des très très grands innovateurs dans le monde industriel, sur ce que c'est que l'échec. Parce qu'à la fin, quand on parle de prise de risque, on parle souvent de l'échec, et je pense que c'est un peu le point clé. Comment est-ce qu'on peut affronter cette peur de l'échec lorsqu'on est dans un mode d'innovation? Donc voilà, Thomas Edison lui dit simplement qu'il a trouvé 10 000 façons pour qu'un procédé ne marche pas. Au final, voilà. Donc il n'a jamais échoué, il a simplement trouvé 10 000 façons de ne pas faire fonctionner quelque chose. Voilà. Donc lui, il n'a pas peur de l'échec, il y va, et à la fin, c'est quand même quelqu'un qui a déposé plus de 1000 brevets dans sa vie, et qui a fondé General Electric, qui est le mastodonte qu'on connaît aujourd'hui. De la même façon, voilà, vous avez un autre cartoon bien connu sur le fait que le management, en général, est là pour favoriser la prise de risque chez les employés, mais d'un autre côté, on est aussi là pour punir tout ce qui ne marche pas. Donc effectivement, c'est un peu la tension dont on parle, dont M. Bibard parle très bien, et qu'on va essayer d'illustrer. Alors moi, je voudrais rappeler aussi rapidement la différence entre invention et innovation, effectivement, comme certaines personnes dans l'assistance l'ont évoqué, c'est qu'on part de l'invention, de l'idée initiale à la fin, au moment où cette invention passe dans les usages et est complètement acceptée par les gens. Il se passe un temps. Parfois, ça ne va pas jusqu'à la pénétration du marché total. Parfois, ça meurt avant. Mais quand ça marche, comme l'exemple des smartphones est donné ici, l'exemple des smartphones que je donne ici donne plutôt l'exemple de comment est-ce que la fameuse courbe Mornes, comment on passe de l'invention à l'innovation. Et ici, ça s'est passé en 5-6 ans. Donc là, il faut peut-être rappeler qu'en termes de paradoxe de temps, aujourd'hui, les innovations rentrent de plus en plus largement rentrent sur le marché de manière beaucoup plus rapide qu'avant. Le téléphone a pris, je pense, plus d'une 50aine d'années à passer complètement dans les usages. La voiture, à peu près pareil. Aujourd'hui, le smartphone, ça prend 5 ans. Google, Facebook, ça a pris quelques années. Donc à la fin, pourquoi est-ce qu'on innove quand on est une entreprise? Évidemment, pour gagner de l'argent. C'est toujours le même sujet. Donc voilà, ça c'est une courbe. On aimerait bien que l'innovation se traduise en ce genre de courbe de profitabilité. Ça c'est la courbe d'Air Liquide, de fait, donc depuis 1989. Alors est-ce qu'on peut en déduire qu'Air Liquide innove? C'est un peu la question. Voilà. Mais à la fin, donc encore une fois pour cadrer, nous, tel qu'on le voit dans le groupe Air Liquide, gérer l'innovation, c'est encore une fois la gestion, c'est juste un autre mode de management. Ça fait partie des composantes de management. C'est l'attention, elle nous paraît totalement essentielle, effectivement, pour stimuler la créativité, stimuler l'entrepreneuriat, stimuler le fait qu'on va aller attaquer des nouveaux marchés. Si c'était facile, on n'aurait pas besoin de managers, on n'aurait pas besoin de gens extrêmement bien diplômés pour aller gagner des parts de marché ou simplement innover et apporter des choses à des clients, à la société. Donc effectivement, c'est un problème de la tension entre risque, innovation, temps. Elle est inhérente, mais c'est un problème qu'il faut accepter et qu'il faut être prêt à embrasser pour aller l'attaquer. C'est un problème de management, comme un autre. Et le but, évidemment, c'est que si on n'innove pas suffisamment,
le risque qu'on a véritablement, c'est simplement de mourir. C'est si à force de ne pas marcher, à force de se poser des questions sans vraiment avancer, voilà. Nokia qui a été, tout le monde connaît cet exemple, mais voilà, Nokia qui était une entreprise fabuleuse dans les années 90, début des années 2000, aujourd'hui n'existe plus. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on fait pour gérer le risque? Nous, c'est un peu provocateur ce que je dis, on peut gérer le risque de manière un petit peu brutale, soit en pariant tout sur un seul sujet, là, je mets le paquet, et ensuite j'espère que ça va marcher. Je peux avoir la méthode boule de cristal, alors bon, je marche, mais je marche vraiment au hasard, je ne sais pas trop ce que ça va marcher. Et puis à la fin, voilà, comment on fait pour gérer un risque? Finalement, c'est le bon sens paysan l'emporte, il faut diversifier son risque. C'est un peu ce qu'on essaie de faire chez Air Liquide. On prend des risques, mais on les diversifie de façon à ce que ça... Voilà, on risque de perdre, évidemment, mais on risque aussi de gagner. Et il faut qu'à la fin, cette diversification nous amène à quelque chose de positif. Donc on diversifie à l'échelle de temps. On investit dans des projets à différentes échelles de temps. On a plusieurs organisations pour gérer différents types d'innovations. Et on a aussi plusieurs ampleurs différentes de projets d'investissement dans l'innovation. Donc juste pour rappeler quelques chiffres sur Air Liquide pour donner encore une fois le cadre. Aujourd'hui, c'est une entreprise qui a 110 ans, qui emploie 50 000 personnes dans le monde, qui fait à peu près 15 milliards d'euros de chiffre d'affaires, un profit de 1,6 milliard et est présent dans 80 pays. Voilà. Donc c'est quand même un mastodonte. Mais au cœur du groupe Air Liquide a toujours été l'innovation. C'est-à-dire que ça, il faut être clair. Nous, aujourd'hui, on a à peu près 1000 chercheurs. Donc sur les 50 000 personnes, il y a vraiment 1000 personnes qui sont des chercheurs. Et en fait, on en compte 6000 qu'on identifie comme appartenant au monde de l'innovation. Donc qui peut être au-delà des chercheurs, ça peut être des gens qui sont des experts techniques, ça peut être des gens qui... en gros, des gens qui contribuent à apporter de l'innovation sur les marchés. Et chaque année, voilà, on dépose environ 300 brevets, c'est assez régulier. Tous les brevets n'aboutissent pas à des innovations majeures, évidemment, mais malgré tout, voilà, on a de l'innovation. Certaines d'entre elles vont servir... on a des inventions, encore une fois, voilà, c'est plutôt ça, on a des inventions. Certaines d'entre elles vont mourir, servir à rien, mais certaines d'entre elles vont aboutir à effectivement des innovations qui vont devenir très intéressantes pour nous. Notre budget, c'est de 250 millions d'euros pour l'innovation par an. Voilà. Alors, un petit exemple de diversification. On diversifie dans les secteurs déjà, parce que Air Liquide, on a à peu près 2 millions de clients différents dans plein d'industries différentes. Donc le but, déjà rien que par la diversification de nos clients et de nos marchés, cette vision nous permet de déceler des tendances de croissance de différents marchés qui nous permettent de se dire, ce marché est porteur, on va investir sur celui-là, on va faire de la recherche dans ce domaine-là. Quelque part, on ne prend pas un risque énorme à se dire qu'on va sur un marché porteur. Et peut-être que ça va permettre de soutenir des investissements dans des marchés un peu moins, plus incertains, moins précis, plus petits aujourd'hui, mais qui risquent de devenir gros demain. Donc voilà. On a d'abord une diversification sectorielle qui va de l'aciérie au photovoltaïque, à la santé, l'alimentaire, l'électronique et même l'hydrogène mobilité, évidemment, dont on parlera peut-être un petit peu plus par la suite. Alors ça, c'est pour donner un exemple de l'innovation qu'Air Liquide fait sur un secteur donné, qui est le secteur de l'aciérie. Voilà. Comment est-ce que l'aciérie, c'est un marché majeur pour Air Liquide. Pour faire de l'acier, on a besoin d'oxygène en quantité phénoménale. Donc voilà, entre 1960 et 2010, sur 50 ans, voici la liste des inventions qui se sont transformées en innovation pour le groupe Air Liquide. Donc ça montre qu'effectivement, l'innovation, elle se fait aussi sur la durée. Et que pour garder une position de leadership et d'innovation, l'investissement dans l'innovation doit être un effort permanent, continu. Voilà, depuis 1960, voilà la liste des innovations. En gros, tous les 5 ans, quelque chose d'à peu près majeur se sort. Et puis parfois, il y a même des périodes dans lesquelles il y a plus de choses qui sortent que d'autres.
c'est un investissement qui doit être continu, ça doit être une culture permanente d'écoute du client, de ce qu'il attend, de façon à ce que les programmes de recherche continuent à trouver des choses. Après, si on veut regarder juste sur le court terme, par exemple, on a une autre organisation. On a un programme qui s'appelle OpenAir. Alors, OpenAir, ça cherche à générer du revenu additionnel par l'innovation, mais à très court terme. Donc voilà, à peu près 18 mois. C'est-à-dire qu'il faut... Là, comment ça marche? C'est plutôt de l'incrémental, évidemment. Ce n'est pas des innovations de rupture, c'est plutôt de l'innovation incrémentale. Mais l'idée, c'est de se dire, voilà, un client il a une problématique un petit peu nouvelle, il veut faire quelque chose de nouveau. Nous, comme on le connaît bien, on se dit, pour faire cette chose nouvelle, on pourra probablement l'aider avec des procédés qu'on connaît bien, mais il faut développer un petit peu d'innovation. Bon, eh ben, ce genre de projet est là pour financer ce genre d'innovation. Voilà, donc on a une organisation dédiée, un programme dédié avec des fonds d'investissement sanctuarisés pour financer de l'innovation terrain, court terme, liée aux clients. Donc voilà, ça ne va pas changer la face du monde à chaque fois, mais ça va faire des petites incrémentations en termes d'innovation et de revenus. Donc depuis 2010, il y a 120 projets qui ont été présentés dans le cadre de ce programme. 80 ont été acceptés, 25 sont terminés et bien lancés, 40 sont toujours en cours et 15 ont été stoppés. Donc voilà, encore une fois, l'échec, là, c'est pas une échec, c'est justement, c'est de dire, bon, il y a 15 projets qui ont été acceptés, mais qui rapidement se sont avérés comme étant pas très performants. Bon, voilà, on les arrête. Il n'y a pas de jugement de valeur vis-à-vis de ça. Ça fait partie du jeu. Il y en a 20 qui gagnent, il y en a 15 qui perdent. C'est des secteurs différents. Mais à la fin, le programme, on espère qu'il sera positif en termes de contribution pour le chiffre d'affaires du groupe. Voilà. Et donc, alors sinon, après, quand on parle... Voilà, là, je vous ai montré ce qui était on va dire, l'innovation cœur du groupe, l'innovation court terme ou cœur. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, voilà, c'est de la R&D classique, c'est l'engineering. Et Altec, c'est ce qu'on appelle les experts clients. Donc c'est des gens qui connaissent quasiment aussi bien les processus des clients que les clients eux-mêmes et qui sont là justement pour discuter lorsqu'il y a des améliorations à faire. Mais au-delà de ça, pour le moyen terme, donc ça fait 1 ou 2 ans effectivement que le groupe se dit il faut qu'on ait des structures différentes pour adresser l'innovation à moyen terme et à long terme, pour trouver des nouveaux marchés. Et c'est pour ça qu'il y a 3 nouvelles organisations qui ont été créées. Donc la première, c'est le venture capital, évidemment pour investir dans des petites structures, des startups. Mais je ne sais pas si on en parlera beaucoup. Mais la deuxième, après, c'est plus ce qu'on appelle ABNT, donc c'est Advanced Business and Technologies. Là, c'est le fait de dire, OK, on a des technologies qu'on connaît, qu'on maîtrise, mais qu'on pourrait appliquer sur des nouveaux marchés. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'y aller, de créer ces nouveaux marchés. Et je vous donnerai quelques exemples de ces marchés. Et la troisième, enfin, c'est l'Open Innovation et le High Lab. C'est vraiment, là, carrément, qu'est-ce que Air Liquide ne fait pas du tout aujourd'hui, mais qui, dans 15-20 ans, pourrait être très important et qu'on devrait donc commencer à regarder aujourd'hui. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Hop. Donc, l'exemple de l'électronique. Voilà, ça c'est peut-être un très bon exemple de ce que le groupe Air Liquide a dans ses gènes. C'est-à-dire l'électronique, en 1985, c'était quelque chose de relativement petit, mais voilà, les ordinateurs ont commencé à arriver et le groupe, à l'époque, s'est dit c'est un marché extrêmement important, on a des solutions pour ça, il faut qu'on crée des structures dédiées pour apporter des solutions dédiées au marché électronique. Ce qui a été fait, et aujourd'hui, on fait à peu près 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires sur le marché électronique, simplement, donc pour faire des semi-conducteurs, pour faire des écrans plats, pour faire tout ce que vous avez dans vos smartphones, il faut à un moment donné utiliser les procédés d'Air Liquide. Donc voilà l'état d'esprit qu'on a cherché à avoir à l'époque et qu'on cherche toujours à avoir pour trouver des nouveaux marchés.
Donc vous voyez bien qu'aujourd'hui, donc là, voilà, un exemple, c'est que dans un iPad, vous avez la même puissance de calcul que dans un Cray des années 80. Les Cray, c'était les supercalculateurs du CEA, du CNRS. Donc voilà, c'est ça l'évolution d'un marché, et c'est ça que le groupe a essayé d'accompagner au cours de ces 30 dernières années. Et là, aujourd'hui encore, sur le marché électronique, il y a des nouvelles technologies qui se passent. Bon, maintenant, c'est un marché qu'on connaît très bien. Et du coup, on sait qu'on peut y investir, parce que vraiment, on le connaît très bien. Et on comprend les enjeux technologiques de ces marchés-là. Donc, par exemple, la prochaine frontière, je ne suis pas un spécialiste de l'électronique, alors je ne sais pas s'il y en a dans la salle, mais donc, apparemment, c'est ce qu'on appelle le 14 nanomètres. Bon, très bien. Mais comment est-ce qu'on fait pour apporter des solutions pour permettre aux industriels de l'électronique d'arriver à produire ces choses-là? Eh bien, apparemment, il faut des précurseurs chimiques très précis, très techniques. Ce n'est pas des gaz, pour le fait, mais c'est de la chimie fine. Donc normalement, ce n'est pas quelque chose qu'un liquide fait de manière naturelle, mais sauf que comme c'est devenu des clients, on s'est dit, il faut qu'on ait des choses à faire peut-être dans la chimie fine. Et c'est pour ça qu'on a développé ce qu'on appelle Aloha. Aloha, c'est une petite structure qui a été fondée dans la Silicon Valley il y a une dizaine d'années pour faire vraiment des précurseurs très spécifiques pour l'industrie électronique pour permettre le 14 nanomètres. Et aujourd'hui, on fait une centaine de millions d'euros de chiffre d'affaires dans ce domaine-là. Encore une fois, à l'époque, simplement, on connaissait bien le marché, on discutait bien avec nos clients, on sentait bien que c'était ça que leur enjeu à eux, à nos clients. Voilà. Est-ce que nous, en interne, on aurait des capacités à développer ces choses-là? On a tenté. On a été les premiers à rentrer sur ce genre de choses sur le marché. Aujourd'hui, on a une position très, très intéressante sur ce marché. Et comme on a acquis cette position, on a pu par la suite acquérir une deuxième société qui s'appelle VoltaX, et l'acquisition s'est faite l'année dernière, pour consolider notre position sur le marché. Donc vous voyez bien ici comment est-ce qu'on a géré ce risque. Ici, on a fait un petit développement interne. On n'investit pas trop, on met 3-4 personnes. On cherche, on les fait développer. Ça marche, on fait 100 millions d'euros. Maintenant, on peut mettre un peu plus sur la table pour acquérir un concurrent, tout en sachant que le marché s'est consolidé, s'est développé. Voilà, on diversifie notre risque. Un autre exemple sur le marché du biogaz. Alors, là, le biogaz, c'est un peu plus incertain. On ne sait pas, nous, dans le groupe Air Liquide, on a des technologies. On sait purifier les gaz qui sortent d'un fermenteur. Si vous avez des ordures qui fermentent, hop, on sait qu'il y a des gaz qui peuvent être transformés en gaz naturel derrière ou en hydrogène, gaz de synthèse. On a des technologies pour faire ça, mais est-ce qu'il y a vraiment un marché? La question, c'est incertain, on n'a pas la réponse, mais on va y aller, on essaye. Ça, c'est peut-être à nous de construire ce marché. Donc, on a des équipes dédiées qui sont au sein de la division ABNT et qui sont là pour trouver des nouveaux clients, trouver des nouveaux business models autour de ça. Donc, aujourd'hui, on a une trentaine de références, ce qui n'est pas grand-chose, mais bon, ça nous apparaît comme un marché suffisamment prometteur pour qu'on mette un petit peu d'argent dessus. Un autre exemple de marché qui sont au sein des BNT, c'est l'hydrogène énergie. Donc, utiliser l'hydrogène pour donner de l'énergie à des moyens de transport. Là encore, on a des technologies, on sait faire l'hydrogène, on sait faire des piles combustibles, on sait vraiment faire des véhicules qui marchent à l'hydrogène. Maintenant, est-ce que le marché est prêt à accepter ça? Est-ce que ça va se développer? On ne sait pas trop, mais il faut y aller quand même. Donc on commence peut-être pas par la voiture, parce que c'est extrêmement compliqué à mettre en place avec toutes les infrastructures. Mais on a quand même fait des programmes de développement en partenariat avec les grands constructeurs pour acquérir de la compétence sur l'autonomie des véhicules avec l'hydrogène. Et ça permet derrière, même si pour le moment le marché de la voiture est très faible, ça permet derrière d'adresser d'autres types de mobilité, comme les chariots élévateurs, comme les flottes captives. Où là, le problème de la voiture, c'est que vous n'avez pas de station essence à hydrogène. Donc si vous êtes en pleine campagne sans station essence à hydrogène, c'est un peu compliqué. Par contre, si vous avez des flottes captives qui ne bougent pas très loin d'un point de ravitaillement, et que là, vous avez une station à hydrogène,
en fait, l'hydrogène devient très intéressant. C'est le cas des chariots élévateurs. Donc, par exemple, aux États-Unis aujourd'hui, il y a 3000 chariots élévateurs déjà qui fonctionnent à base d'hydrogène. Nos clients, c'est Coca-Cola, c'est Walmart, c'est Ikea, c'est des gens qui ont des flottes de chariots élévateurs énormes, une centaine, dans des entrepôts immenses. Et ben là-dessus, le chariot à hydrogène, c'est très économique pour eux. Et à partir de là, donc voilà, on commence à s'introduire dans la mobilité, on commence à faire accepter le fait que l'hydrogène peut être une alternative à l'essence pour donner de l'énergie à la mobilité. Et peut-être que ça va contribuer à développer d'autres marchés. Voilà. Et bon, encore plus long terme maintenant, donc vous voyez bien que l'électronique, le biogaz, l'hydrogène, les technologies existent, on sait faire, c'est juste, voilà, on lance des entreprises pour adresser ces marchés. Là, le iLab, c'est encore différent, c'est vraiment, dans 15 ans, dans 20 ans, comment la société aura évolué, quels sont les nouveaux usages, comment est-ce qu'on va vivre, comment est-ce qu'on va se déplacer, se soigner, etc. Et derrière, voilà, est-ce qu'il n'y a pas des choses qui vont faire que ces nouveaux usages vont créer des nouveaux besoins qu'Air Liquide pourrait adresser, aurait la légitimité d'adresser. Et ben, c'est le boulot du iLab, avec deux types d'équipes. Bon, une équipe think tank qui est vraiment là pour observer ce qui se passe dans le monde, comment la société évolue. Et derrière, un corporate garage qui est là pour tester les idées. Parce que si un marché est gros dans 15-20 ans, peut-être qu'il existe déjà aujourd'hui à l'état embryonnaire. Et peut-être qu'on devrait s'associer avec des gens qui sont déjà sur ce marché pour aider ensemble à le faire grandir. Donc là, l'idée, c'est de faire les choses rapidement, en essai-erreur, faire du prototypage rapide, de l'open innovation, du design thinking. Encore une fois, des méthodologies, là par contre, d'innovation qui ne sont pas très traditionnelles chez Air Liquide. Mais justement, l'idée ici, c'est de être complémentaire par rapport à nos méthodes traditionnelles. Donc voilà, pour conclure rapidement, l'idée, c'est que voilà, Air Liquide, l'innovation, ça a toujours été là. C'est la naissance du groupe. Parce que 1902, ce qui a fondé le groupe, c'est un brevet. C'est le brevet de Georges Claude et Paul Delorme sur la liquéfaction de l'air et la séparation et leur distillation pour faire de l'oxygène pur et de l'azote. Et derrière, eux, ils sont tout de suite. Le problème qu'ils avaient, c'est comment améliorer l'utilisation de l'acétylène pour faire du coupage. Et ben, ils savaient que si on utilisait de l'oxygène, ça pourrait être beaucoup plus efficace. Le coupage avec de l'acétylène serait beaucoup plus efficace sous oxygène, mais on ne savait pas faire de l'oxygène pur, ou de manière industrielle, enfin pas industrielle, mais de manière assez importante. Donc Georges Claude a inventé ça, c'était pour répondre à ce problème. Donc vous voyez, le souci de répondre à un problème industriel, une invention, une entreprise, et derrière, bon, depuis 110 ans, on n'a jamais perdu ça. Et on essaye de le garder aujourd'hui. Et on essaye de garder cet esprit de comprendre qu'un marché évolue, qu'il faut y aller, qu'il faut faire des inventions, que parfois on ne va pas y arriver, mais qu'au final, si on se diversifie bien, si on gère, on devrait quand même malgré tout continuer à progresser. Donc c'est l'esprit qu'on continue à garder. Et voilà, par exemple, bon, on aime bien rappeler ça en ce moment, parce que en 2013, ça faisait 100 ans que le groupe Air Liquide était coté à la Bourse de Paris. Et voilà la performance que le groupe a eue sur 100 ans en bourse. Bon, ce qui est assez intéressant. Et je pense que si vous êtes actionnaire Air Liquide, vous êtes content. Bon, on essaye, en interne en tout cas, de continuer à travailler pour que ça continue comme ça. Voilà. Et si on ne l'était pas, on va le devenir. Hein. Voilà, c'est ça. Je vous remercie beaucoup. Merci, Monsieur Pélissier. Voilà, on va rentrer dans le jeu habituel de la matinée, donc passer la parole. Alors, oui, non, juste un dernier point. Alors, tout ce que j'ai illustré ici correspond à un grand groupe. Hein. Après, je suis bien conscient que quand on est une start-up, quand on n'a pas les moyens d'un grand groupe, il faut peut-être envisager l'innovation de manière différente, le risque de manière différente. Donc là,
quand on est une start-up, il faut quand même y aller, justement, et pas avoir peur de l'échec. C'est ce qui se passe aux États-Unis. Enfin, les jeunes entrepreneurs là-bas, ils ont tous échoué 4 fois dans leur start-up, et c'est normal. Donc eux, ils font un pari sur une entreprise, mais c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens de diversifier leurs risques. Donc il faut bien se rendre compte que ce que je vous ai expliqué ici, c'est l'approche d'un grand groupe industriel. C'est pas ce que ferait une start-up a priori. Voilà. Ne partez pas, Monsieur Pellissier. Juste, on va bien sûr passer la parole à Monsieur Marcella très rapidement, mais moi je voudrais juste dire que l'ajustement de Monsieur Pellissier est très intéressant si on se rappelle les innovations que vous avez évoquées à court terme, qui impliquent de la proximité et qui impliquent de faire beaucoup confiance aux petits gains, aux petites choses. Et je pense que là, on est proche de structures éventuellement, d'une dynamique qui est favorable aux petites structures aussi.